Bonsoir, professeur Belkhadir. Merci pour l'invitation pour participer à ce colloque international que vous tenez à organiser de manière annuelle. Euh, Aujourd'hui, on va parler de la place des analogues de GLP1 et des inhibiteurs de SGLT2 dans la prise en charge du diabète de type 2 et surtout quelles précautions il faut prévoir avant d'initier un traitement par ces deux classes thérapeutiques. Donc pour cette présentation, on va suivre le plan suivant. Après une brève introduction, on va parler des analogues de GLP1, par les inhibiteurs de SGLT2, et puis on va voir leur place dans les recommandations internationales avant de conclure. L'arsenal thérapeutique du diabète de type 2 s'est enrichi ces dernières années par la découverte de nombreuses classes thérapeutiques qui sont très intéressantes par leur mécanisme d'action, par leur effet sur le contrôle glycémique, surtout par leur protection cardiaque pérénale chez le patient de type 2. Et parmi ces thérapeutiques, on note surtout les analogues de GLP1 et les inhibiteurs de SGLT. Donc, pour les analogues de GLP1, qu'on va voir en premier, la production de ces produits, c'est basé sur la découverte de l'effet incrétine, un effet très important dans la pathologie du diabète de type 2. On a noté chez le diabétique de type 2 une diminution de cet effet incrétine par rapport aux patients non diabétiques. L'effet incrétine joue un rôle très important dans la pathologie du diabète de type 2 et donc le développement d'analogues de GLP1 qui résistent à l'enzyme qui normalement dégrade l'hormone naturelle a permis une amélioration du contrôle glycémique par différents mécanismes, une perte de poids intéressante chez les patients diabétiques de type 2 et donc une protection cardiovasculaire. Les molécules commercialisées sont nombreuses à l'échelle mondiale, mais au Maroc, on dispose de deux produits, le liraglutide sous forme commercialisé sous le nom de Victoza, 6 mg par millilitre, et le dulaglutide commercialisé sous le nom de Trulicity en deux dosages, 0,75 et 1,5, une injection par semaine. Ces analogues de GLP1 ont montré une efficacité très importante, que ce soit sur l'équilibre glycémique. Ils permettent une réduction de l'hémoglobine glyquée de 0,8 à 1,5%, variable en fonction du produit utilisé. Par exemple, si on prend le liraglutide, il permet une baisse d'environ 1,2% en matière d'hémoglobine glyquée. Il permet aussi une perte de poids très variable en fonction du produit et en fonction du patient. Chez les patients bons répondeurs, on peut obtenir jusqu'à une diminution de 7 kg voire plus. Chez les patients moins répondeurs, on peut obtenir une perte de poids d'environ 2 kg. Donc, à côté de ces effets métaboliques, ce qui est très intéressant, c'est surtout la diminution de la mortalité d'origine cardiovasculaire qui était constatée par les différents produits et la mortalité toute cause confondue chez les patients diabétiques de type 2. S'ajoute à ça la diminution du risque d'infarctus de myocarde chez le patient diabétique de type 2 ou bien le risque d'hospitalisation par insuffisance cardiaque, et ces effets sont constatés quel que soit le produit utilisé. Après avoir vu l'efficacité des analogues de GLP1 dans la prise en charge du diabète de type 2, le problème se pose avec les effets indésirables qui sont parfois fréquents. Parfois, ils bloquent la prescription de ces médicaments et au cours des essais cliniques réalisés, un bon nombre de patients ont dû arrêter l'analogue de GLP1 pour différentes raisons. Ces raisons sont notamment les effets indésirables qui sont plus ou moins fréquentes, rhinopharyngite, bronchite, fatigue, céphalée, vertige, des effets indésirables moins fréquents comme le prurite, l'urticaire, les réactions anaphylactiques. Mais les effets indésirables les plus importants et les plus fréquents sont surtout au niveau du tube digestif, représentés par les nausées, les diarrhées, les vomissements ou bien le ralentissement de la vidange gastrique. Le risque de pancréatite aiguë est très rare et exceptionnel, et le lien de cause à effet entre analogue de GLP1 et de développer une pancréatite aiguë n'est pas encore établi. Ces effets indésirables au niveau du tube digestif sont présents dans les différents essais cliniques réalisés, et donc, quel que soit l'analogue de GLP1 utilisé, on peut être confronté à des effets indésirables sous forme de nausées, vomissements ou bien diarrhée. Les risques les plus importants et les plus graves à craindre
en prescrivant les analogues de GLP-1 sont surtout la pancréatite et le cancer de pancréas. Mais d'après les différentes méta-analyses, donc on n'a pas pu mettre un lien entre l'utilisation d'analogues de GLP-1 et le risque de développer ces complications. Et donc, il n'y avait pas, de résultats statistiquement significatifs entre le groupe qui a reçu l'analogue de GLP-1 ou bien le placebo dans les différentes études. Pour les populations particulières, les analogues de GLP-1 sont contre-indiqués pendant la grossesse ou bien en cas d'allaitement. Chez les sujets âgés, aucun ajustement de dose n'est nécessaire. Et chez les enfants, on peut l'utiliser dès l'âge de 10 ans. Moins de 10 ans, on n'a pas de données cliniques et donc de préférence ne sont pas recommandées. Pour l'insuffisance rénale, on n'a pas besoin d'ajuster des doses en cas d'insuffisance rénale légère, modérée ou bien sévère, mais en cas d'insuffisance rénale au stade terminal, on n'a pas donc de données cliniques et donc les analogues de GLP-1 ne sont pas recommandés. En cas d'insuffisance hépatique, pas d'ajustement des doses. En cas d'insuffisance hépatique légère ou modérée, par contre, ils ne sont pas recommandés en cas d'insuffisance hépatique sévère. Donc, le point le plus important, c'est les contre-indications. Ces médicaments sont contre-indiqués chez les patients avec antécédents personnels ou familiaux de cancer médulaire de la thyroïde ou bien de néoplasie endocrinienne multiple de type 2. Et il n'est pas recommandé donc de prescrire ces médicaments en cas de maladie inflammatoire chronique de l'intestin ou bien en cas de gastroparalysie. Et donc, pour réussir une prescription des analogues de GLP-1, il faut expliquer aux patients les effets secondaires gastro-intestinaux qui sont fréquents, souvent transitoires, et se résorbent spontanément entre 4 et 8 semaines. Il faut augmenter la dose graduellement donc pour aider à réduire l'incidence des nausées. Il faut respecter la satiété donc par la commandation de petites portions tout au long de la journée et d'éviter les aliments à fort teneur en gras. Passons maintenant aux inhibiteurs des SGLT2. Donc, les SGLT2, donc leur mécanisme d'action, si on va donc chez les patients diabétiques de type 2, on note une augmentation de la réabsorption du glucose et du sodium au niveau du tube contourné proximal du rein par les transporteurs SGLT2. On a aussi une augmentation de la pression intraglomérulaire par l'activation du système rénine-angiotensine. Si on utilise donc les inhibiteurs des SGLT2, donc on a une diminution de la réabsorption du glucose par le blocage des transporteurs SGLT2, et donc on aura une glycosurie thérapeutique avec une natriurèse importante et une diurèse importante, ce qui permet donc de diminuer la pression intraglomérulaire, donc de baisser la pression artérielle systolique et d'obtenir un équilibre glycémique. Donc l'ensemble de ces effets donc, entraîne une glycosurie thérapeutique responsable d'une perte de poids, d'une normalisation de l'hyperglycémie et d'une réduction de la glycotoxicité. Donc, s'ajoute à cela donc, une diurèse importante, une natriurèse importante, qui entraîne donc une diminution de la pression artérielle systolique, une diminution des résistances artérielles, et donc la protection cardiaque, elle est due aux différents effets hémodynamiques et aux effets métaboliques de ces inhibiteurs des SGLT2. Si on prend donc l'exemple de l'empagliflozine pour voir l'efficacité donc de ces médicaments, dans l'étude EMPA-REG Outcome, donc il a étudié 7020 patients dans 42 pays, donc elle a permis d'objectiver donc une réduction du risque de mortalité cardiovasculaire d'environ 38%, d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque d'environ 35% et de mortalité totale d'environ 32%. Donc, par rapport à la protection rénale, donc, plusieurs études ont été réalisées et ont montré toutes que les inhibiteurs de SGLT2 ont permis une amélioration et une stabilisation du débit de filtration glomérulaire par rapport au placebo, où on note une diminution constante et continue du débit de filtration glomérulaire. Donc, ces études qui ont été réalisées chez les populations qui représentent une maladie rénale chronique avec ou sans diabète de type 2 et qui ont permis de montrer une amélioration de la fonction rénale chez les patients avec maladie rénale chronique, même sans diabète de type 2. Et la plupart de ces études ont été arrêtées avant le temps prévu, vu l'avantage très important et la protection rénale qui a été démontrée.
Donc, cet effet sur le cœur et sur le rein a été démontré dans les différentes études et donc avec les différents produits, les différents inhibiteurs de SGLT2. Donc, tous les produits ont montré une protection rénale et une protection cardiovasculaire chez les patients diabétiques ou bien chez les patients non diabétiques. À part donc cette protection rénale et cardiaque des SGLT2, on a des paramètres métaboliques intéressants, surtout une diminution de l'hémoglobine glyquée autour de 1%, une perte de poids variable de 2 à 4 kg, une diminution de la pression artérielle systolique et diastolique et de la fréquence cardiaque. Donc, après l'efficacité des inhibiteurs de SGLT2, on passe maintenant à la tolérance. Ces médicaments sont responsables d'effets indésirables qui sont fréquents. Le risque d'infection génitale essentiellement chez la femme sous forme de vulvoragénité de Balani. Le risque d'infection urinaire est minime. Ces infections sont générales, donc et le traitement est relativement simple. Les inhibiteurs de SGLT2 peuvent être avec une potence orthostatique, donc responsable d'hydratation de leur mécanisme d'action, et ils peuvent augmenter le risque de décompensation acétocétosique atypique, dite euglycémie, vu que la glycémie n'est pas élevée, dépasse rarement les 2,5 grammes par litre, d'où un retard diagnostique possible. Donc, à part ces effets indésirables qui sont relativement fréquents, d'autres complications retrouvées dans quelques études, notamment le risque d'amputation distale des membres inférieurs, l'excès de risque de fracture et de très rares cas de gangrène de fournier. Et pour éviter donc ces complications, il faut renforcer l'éducation thérapeutique par la surveillance des pieds, la prise en charge donc rapide d'une lésion donc plantaire chez les patients diabétiques de type 2 traités par les inhibiteurs de SGLT2 et ne pas proposer donc ce traitement chez les patients avec antécédents de plaies de pied ou d'amputation. Et il faut garder une certaine prudence chez les patients présentant une artériopathie sévère. Par rapport à la maladie rénale chronique, les notices actuelles des différents inhibiteurs de SGLT2 indiquent que le traitement ne peut pas être conduit si le DFG, sauf si le DFG est supérieur à 60 ml par minute et qu'elle doit être interrompue si le DFG descend au-dessous de 45 ml par minute. Et ces directives sont basées uniquement sur l'effet anti-hyperglycémiant, avec la publication donc, des effets protecteurs constatés sur le cœur et le rein, quel que soit le niveau de DFG dans différentes études, même en dessous de 45 ml par minute. Donc, le passage d'une vie purement glycocentrique à une vision plus large, centrée sur la prévention des complications cardiovasculaires et rénales dans la population de diabète de type 2, donc, a permis aux dernières recommandations non seulement d'autoriser, mais de prendre l'utilisation des inhibiteurs de SGLT2 tant que le DFG est supérieur à 30 ml par minute chez les patients à risque cardiovasculaire ou rénal. Ça a été donc publié donc, par la société KDIGO en mars 2022 qui préconise l'utilisation des inhibiteurs de SGLT2 chez les patients diabétiques de type 2 avec maladie rénale chronique tant que le débit de filtration glomérulaire est supérieur à 20 ml par minute. En pratique, quels sont les éléments à vérifier avant l'initiation de l'inhibiteur de SGLT2? Tout d'abord, le débit de filtration glomérulaire. Donc, s'assurer que le débit de filtration glomérulaire est supérieur à 20, 25, voire même 30 ml par minute. L'hémoglobine glyquée, si le patient est relativement équilibré ou sous insuline ou bien un traitement sécrétagogue, il faut baisser les doses, voire arrêter donc ces fameux sécrétagogues pour éviter le risque d'hypoglycémie. Et puis, la tension artérielle et la volémie, surtout chez les sujets âgés et les patients sous diurétiques. Si la tension artérielle est normale sans antihypertenseur, il faut adapter les doses pour éviter justement une hypotension orthostatique. Quelle place dans les recommandations internationales donc, de ces deux différentes classes thérapeutiques? D'après les sociétés savantes, la metformine n'est plus le traitement de première intention chez tous les patients atteints de diabète. Chez les patients à risque élevé ou très élevé, les nouvelles recommandations placent clairement les analogues de GLP-1 ou bien les inhibiteurs de SGLT2 comme traitement de première intention. La metformine est désormais être considérée comme le traitement de premier choix chez les patients en surpoids atteints de diabète de type 2, mais sans maladie cardiovasculaire et chez les patients à risque cardiovasculaire modéré. Et cette recommandation donc, est la même dans la SFD 2021, donc traitement initial par metformine et mesures originaux-diététiques. Puis après, on répartit les patients en deux groupes, soit situation commune, on suit donc l'adaptation habituelle,
soit situation particulière, notamment la présence de maladies rénales chroniques, insuffisance cardiaque ou maladies athéromateuses, où les inhibiteurs de SGLT2 et les analogues de GLP1 occupent une place très importante. On préfère les analogues de GLP1 dans les maladies athéromateuses avérées et les inhibiteurs de SGLT2 dans l'insuffisance cardiaque ou bien dans la maladie rénale chronique. Et c'est la même chose dans l'ADA avec quelques différences minimes. En conclusion, les effets indésirables des analogues de GLP1 et des inhibiteurs qui sont fréquents mais facilement gérables. D'un autre côté, on a les effets protecteurs sur le rein, sur le cœur, incontestables, reproduits de façon constante dans les essais cliniques contrôlés comme dans les études de vraie vie. Donc, cela donc, ne doit pas priver les patients diabétiques de type 2 d'être mis sous ces classes thérapeutiques fort intéressantes. Et donc, pour garantir donc une meilleure une utilisation optimale de ces traitements en pratique courante, il faut bien connaître le profil de tolérance des inhibiteurs de GLT2 et des analogues de GLP1, identifier les patients et les situations à risque et délivrer des conseils adaptés pour réduire le risque d'effets indésirables. Et je vous remercie.